La meilleure de connaissances, dit-on, est celle qui mène l'homme vers les hommes. Cette sagesse de Seydou Badian intervient aujourd'hui sur ce plateau de Place à l'invité, juste pour dire que notre devoir en tant que média, c'est aussi de servir véritablement ceux qui ont foi en ce que nous faisons, ceux qui comptent sur nous et ceux qui croient que nous sommes véritablement un cadre qui est constitué pour former, informer, communiquer et pour divertir. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce plateau spécial qui reçoit pour vous un expert en droit. Il s'appelle Viali Koula. Avec lui, nous allons parler d'un sujet très, très pertinent qui touche la population quinoise en particulier, je dirais même la population de la RDC en général. Nous allons donc parler de l'opération Coup de poing qui est lancée par les autorités urbaines de Kinshasa. Et cette opération qui a pour but d'assainir la ville, de rendre la ville de plus en plus salubre, mais aussi de désengorger les artères ou de pouvoir libérer ce qu'on appelle les espaces appartenant à l'État congolais. Mais fort malheureusement, certains Congolais, certains Quinois abusent dans la manière d'exécuter cette opération au coup de poing. Les abus ne sont plus à compter, ils sont tellement nombreux qu'un abus de plus a poussé à notre invité de se présenter sur notre plateau pour qu'on en parle tous ensemble. Avec vous, messieurs et dames, nous allons recevoir Viali Koula. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, Koula Viali. C'est un plaisir pour moi de me retrouver une fois de plus dans votre plateau. Et je salue tous nos téléspectateurs ainsi que toutes les personnes qui nous suivent partout dans le monde. Voilà, je suis très heureux d'être ici et disposé à répondre à toutes vos questions. Très bien. Ceux qui vont nous suivre voudront bien vous identifier dorénavant afin qu'ils sachent vous catégoriser, surtout lorsqu'ils seront en train de suivre vos interventions. Que pouvons-nous savoir de Viali Koula? Bon, naturellement, j'ai entendu parler d'experts ici. J'aimerais dire tout simplement que juriste, Viali Koula, juriste politologue, entre-temps coordonnateur d'une ASBEL et cadre d'un parti politique dont je préférerais taire le nom. Voilà, un citoyen congolais consciencieux. Viali Koula est aussi proche du professeur Némi Moulania Wilonja et il interviendra sur notre plateau aujourd'hui aussi autour d'une question qui touche directement le professeur Némi Moulania qui se retrouve victime de ce qu'on appellerait un abus. Est-ce que j'ai dit autre chose que ce que je dois dire? Non, pas du tout. Je pense que tout le monde a été témoin de ce qui s'est passé. C'est de notre devoir à nous de pouvoir apporter des réponses appropriées par rapport à toutes les spéculations qui ont été faites sur la toile ou dans le média. Il ferait mieux parce que chacun de nous a droit à une réponse équitable sans pour autant se laisser faire à la clameur publique. Voilà pourquoi nous sommes venus rétablir la vérité et donner notre version de fait. Bien, avant d'arriver au noyau de notre rencontre d'aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'abord de l'opération Coup de poing qui a été lancée par les autorités de la ville-province de Kinshasa. Personnellement, quelle est votre perception de cette opération? Bon, normalement, comme tout Quinois, je sais que la ville connaît beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes au niveau de la salubrité. Et il était temps que les autorités urbaines puissent prendre des décisions adéquates, chercher à ce que l'aménagement puisse être fait dans le temps et dans le délai qui était requis. Il fallait prendre des dispositions, on ne peut pas leur en vouloir. Mais comme on le dit, l'œuvre humaine n'a toujours pas été parfaite, donc il y a des imperfections que nous avons remarquées et certains abus de pouvoir qu'il faudrait bien dénoncer pour que dans les jours à venir, que les autorités puissent prendre garde au moment où ils peuvent exécuter les décisions qui sont dans le cadre de leurs prérogatives, mais qui peuvent aussi nuire aux droits et libertés fondamentales des citoyens que nous sommes. Selon vous, c'était un projet bien établi qui aujourd'hui prend corps ou encore ça fait suite à un événement qui rappelle aux autorités de la ville que à tout prix et tout de suite, il faut lancer une opération de ce genre.
Bon, depuis le début de la saison de pluie, nous avons remarqué des innombrables inondations qui ont frappé la ville-province de Kinshasa. Et je crois aussi que c'était une question aussi de gestion des déchets parce que la plupart de nos rivières sont bouchées. Il fallait que la ville puisse prendre des dispositions, comme je l'ai dit précédemment. Mais normalement, au début de cette opération devait toucher notamment des constructions anarchiques étant dans les grands acteurs de la ville, donc de grandes avenues. Mhm. Et l'aménagement était vraiment fixé sur ces détails-là. Mhm. Alors, nous ne comprenons pas ce qui se passe après. Euh, il y a une sorte de débordement et d'abus de pouvoir qui arrive à ce que des fois, l'on cible certaines personnalités, certaines personnes que l'on prétendait être intouchables plus tard, selon le dire de certains politiques ou de certaines autorités proches de la ville. Donc on comprend qu'il y a une sorte de chasse aux sorcières ou d'une vendetta à la politicienne que subissent certaines autorités. Donc Très bien. en ce moment-là, excusez-moi, je vais terminer par là. À ce moment-là, il faudrait réellement recadrer, voir si réellement cette option, parce que c'est déjà un édit qui a été pris au niveau de l'Assemblée provinciale, je ne me rappelle plus de la date, mais c'est un édit. Et je crois qu'en fonction de cet édit, je ne pense pas qu'il était demandé que cette loi-là, ou ces dispositions qui devaient être prises dans le cadre de l'édit, devaient viser les individus d'une manière individuelle. Parce que la loi, elle doit être générale. Bien. Euh, Nous avons remarqué dans la ville province de Kinshasa que certaines boutiques, certaines terrasses, c'est-à-dire tous les bâtiments et toutes les constructions sur les artères, quelle qu'en soit la nécessité, avaient été démolies. Il est vrai que cela a renvoyé plusieurs personnes au chômage. Les Quinois pleurent, quand bien même cela est fait pour leur intérêt. Voulez-vous nous dire ce qui pousse les Quinois à se plaindre de cette opération, nonobstant le fait que, au départ, c'est pour le bien de ces mêmes Quinois? Moi, je pense que l'une des responsabilités ou des missions de l'État, c'est la providence. Dans la providence, l'État doit anticiper toutes sortes de malheurs qui pourraient arriver ou intervenir dans le temps. Je crois que dans cette mission-là, avant de procéder à de casses, il fallait prendre des mesures. La ville de Kinshasa a 24 communes et la plus grande commune, c'est la commune de Maluku, par exemple. Je vais vous donner une anecdote. J'ai échangé avec un ami qui œuvre dans le domaine de la géographie. Il me dit, mais écoutez, si on devait déverser tous les habitants de 23 communes, le ramener à Maluku, Maluku ne sera pas rempli. Je pense qu'avant de procéder aux casses, il faudrait déjà voir comment est-ce que nous pourrons aménager une nouvelle ville de Kinshasa qui permettrait à ce qu'il y ait une sorte de déplacement de centre d'intérêt. La ville est enclavée, tout le monde veut rester à proximité de son lieu de travail. C'est à l'État maintenant de voir comment est-ce qu'on va organiser notre système urbanistique et permettre à tout un chacun, peu importe le coin où il se trouve, qu'il puisse se rendre dans son lieu de travail et de divertissement sans pour autant qu'il y ait de contraintes. Mais procéder à des casses et puis réfléchir à quoi nous allons faire après, ça c'est carrément de la matérisme. Et si l'État ne pense pas à faire comme vous venez de proposer, c'est parce qu'il est distrait, il le fait sciemment, c'est un manque de moyens. Selon vos analyses, qu'est-ce que vous aviez déniché? Non, ben, naturellement, moi je pense que lorsqu'on élu, quelqu'un est élu gouverneur, député national ou je ne sais pas moi, Provincial. sénateur provincial, ils sont élus à base d'un programme. Lorsque vous arrivez à la tête d'une institution, vous devriez avoir un programme, une voie de faisabilité qui vous permettrait, par exemple, de dresser un canevas de travail, des objectifs à atteindre. Bon, par exemple, lorsque je lis ces projets de l'opération Coup de poing, on casse et après on dit, écoutez, la ville va aménager ces endroits qui ont été cassés, va construire le parking et tout ça. Mais je me dis, le parking où, pourquoi et pour faire quoi? Alors que nous avons besoin d'autre chose dans cette ville, par exemple de routes secondaires. Nous avons besoin, par exemple, de nous déplacer sans pour autant que nous puissions être à chaque fois agacés par des embouteillages. Et je crois que dans le programme du gouverneur de la ville, je pense qu'il a un programme, il devait tenir compte de tout cela avant de procéder à une sorte d'exécution cavalière. Bien, merci beaucoup. Maintenant, nous allons toucher le noyau de notre émission d'aujourd'hui.
Nous avons constaté que parmi les bâtiments, les bâtisses en général qu'on a cassées, il y a aussi l'une des résidences du professeur Némi Wilania Wilonja. Pour rappel, le professeur Némi Wilania, c'est l'ancien directeur de cabinet de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est aujourd'hui sénateur à vie. Et professeur Némi Wilania est en même temps député national. Il siège parmi les 500 dans la Chambre de représentants, si on peut le dire comme ça, et c'est son domicile qui avait été démoli. Je pense que vous avez vu les images à travers les réseaux sociaux et même sur d'autres médias de noblesse. On se demande pourquoi aller jusqu'à casser la maison de Némi Moulania, n'est-ce pas aussi l'exécution en bon escient de ce qu'on appellerait l'état de droit, parce qu'on constate aujourd'hui que nul n'est épargné lorsque la loi doit être d'application. Viens Nicolas. Si tu le veux demain, la population, on leur dit il faut être calme, on n'a pas besoin. J'espère que le bon Dieu va y. Le bon Dieu, hein? Ça fait 6 ans, il n'a pas été évalué. Merci beaucoup pour la question. Notamment, cette question d'état de droit pose problème lié à des interprétations assez mythiques que le font tout un chacun, sans pour autant comprendre réellement c'est quoi un état de droit, c'est quoi les méandres. Mais nous ne sommes pas ici pour donner des définitions. Nous sommes ici, par exemple, pour traiter d'un cas spécifique qui est une violation grave, une atteinte grave aux droits de propriété, aux libertés individuelles. Je pense que nous devons d'abord nous appesantir. C'est une violation seulement quand on casse chez Némi Moulania? Je crois que Némi Moulania, ce n'est pas un super Congolais, ça reste un citoyen congolais comme tout le monde. Il a ses droits, il a ses libertés. Je pense qu'à ce moment-là, comme il est écrit dans la Convention universelle des droits de l'homme, que les hommes naissent égaux en droits et libertés. Et il est quand même que, peu importe les fonctions qu'il a eu à assumer dans ces pays, ça reste quelqu'un, un citoyen congolais, qui a droit à une protection égale comme tous les autres. Revoyons un peu quelques irrégularités que nous avons. D'abord, avant d'en arriver là, où se situe cette parcelle, cette maison du professeur Némi? La maison du professeur Némi se trouve dans le quartier GB. Selon ses voisins et quelques vidéos que nous avons vues sur place, on l'accuserait qu'il a eu à construire sur un caniveau. Mais je crois que ceux qui étaient sur place en voyant les images, vous remarquerez que c'était la clôture qui était justement sur le caniveau. Mais malheureusement, on n'a pas compris le comportement des personnes qui ont accompagné le vice-gouverneur lorsqu'il a procédé à l'opération de casse. Ils ont décidé non seulement de faire tomber la clôture, mais de pénétrer jusqu'à l'intérieur ou à la scène de la parcelle, sans pour autant nous donner des raisons valables. Alors, ce qui nous amène, nous, à réfléchir sur les conséquences et les incidences juridiques qu'il y a dans cette question. Très bien. Alors, parlons droit. Si vous nous permettez, nous allons d'abord lire l'article 34 de la Constitution qui consacre le caractère sacré du droit de la propriété ou du droit de propriété. Si vous me permettez, je vais prendre la Constitution. Ceux qui nous suivent peuvent le faire avec moi. Excusez-moi, l'article 34 de la Constitution, alinéa 1er. La propriété est sacrée. L'État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. Je m'explique. Lorsque M. Némi Moulania, juriste de son État, a décidé de s'acquérir de cette concession, de cette parcelle, nous connaissons tous la procédure. Pour la plupart des gens qui achètent et qui vendent des parcelles. Vous allez au quartier, vous allez voir si par exemple c'est une concession liée à des héritiers, vous devez voir qui est véritablement le liquidateur ou qui est apte à vendre ces biens immobiliers. Vous établissez votre contrat de vente, vous allez aux affaires foncières, on vous délivre
le certificat d'enregistrement ou le fiche parcelle comme vous voulez. Pour ceux qui vont un peu plus loin, vos ITPR, pour savoir si dans la concession, dans l'espace où vous voulez avoir votre maison, il y a une politique publique là-dessus. Je donne un exemple, par exemple. Si, par exemple, l'État avait déjà un projet, par exemple, de construire une nouvelle cité ou de construire une voie de communication sur cette concession, l'IPTR est en mesure de vous donner ces informations-là. Cela veut dire, avant que vous ayez votre autorisation de bâtir, donc vous avez déjà eu assez d'informations et l'État, quand il vous délivre ce genre de documents, il est conscient qu'il vous délivre des documents en bonne et due forme, vous donnant titre de posséder et de construire et de jouir de vos biens. Némi Moulagne n'a pas fait tout ça. Je crois que Némi Moulagne a tous ces documents et la preuve en est qu'il est en train de demander à ce qu'il y ait une réparation sur le dommage qui lui est causé. Conformément d'ailleurs à l'article 258 du Code civil, si je ne me trompe pas, qui dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et cette question de la responsabilité ne compte seulement pas aux individus, mais à l'État aussi. En ce moment-là, c'est l'État congolais, par l'entremise de l'exécutif provincial, qui est responsable du dommage qui est causé à M. Némi Moulania. Parce que, ayant le titre de propriété, conformément à l'article 34, son droit lui est garanti, son droit a un caractère sacré, je crois qu'il est à même de demander réparation. Alors, s'il faut réparer, aller, si vous ça sera quel type de réparation et ça sera quoi la procédure de réparation? Voilà. Pour entamer tout cela, j'aimerais que je puisse étaler des dispositions légales et constitutionnelles très bien, qui nous permettront de comprendre réellement où se trouve le problème. Okay. Nous allons aller dans l'article 150, toujours de notre Constitution, alinéa 2, je crois, l'article 150, alinéa 2. Vous comprenez, nos spectateurs doivent comprendre que c'est une émission à caractère technique et pédagogique. Alors, nous ne pouvons pas donner des éléments qui sortent de vent. Il faut des éléments précis. L'article 150. Alinéa 1er. Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Vous voyez que l'article 34 consacre le droit de propriété à un caractère sacré. Et là, on nous dit que le pouvoir judiciaire est le garant de ces droits et libertés fondamentales. Je vais vous donner encore un arrêt de la Cour constitutionnelle, dit l'arrêt Lomboto. Dans cet arrêt, la Cour elle-même se déclare gardienne de droits et libertés fondamentales. Là où l'exécutif provincial, dans leur opération, ont péché dans le cas de l'excellence Némi Moulania, lorsque nous allons dans la loi foncière, la loi du 20 janvier 1973, de l'article 206. Ouais, lisez. Voilà ce que la loi dit. Nul ne peut construire ou réaliser n'importe quelle autre entreprise sur une terre concédée en vertu d'un contrat frappé de nullité. OK? Toute infraction, alinéa 2e, toute infraction à la disposition qui précède sera punie d'une servitude pénale de 2 mois à 1 an, d'une amende de 100 à 500 aïs ou d'une de ces peines seulement. En outre, l'administration peut ordonner la démolition des constructions ou toute autre réalisation effectuée en vertu du contrat frappé de nullité. Quand est-ce qu'on parle de la nullité d'un contrat? C'est ce qu'on veut découvrir ensemble avec les téléspectateurs. Lorsque, par exemple, vous avez un titre qui porte des vices. Je m'explique. Par exemple, si Némi Moulania avait construit sur un terrain dont il ne possédait aucun titre, dont l'État lui avait accordé ni certificat, ni fiche parcellaire, ni document lui donnant titre de propriétaire. Mais l'État peut vous donner titre de propriétaire, mais vous allez un peu au-delà de vos limites, entre autres par votre manière de construire. Non, mais M. Bez ne faisait pas croire n'importe quoi. Lorsque les affaires foncières vous délivrent un document,
Il y a le conservateur du titre immobilier qui connaît les caractères ou la qualité du terrain dans lequel vous devez construire. Si ce terrain-là n'était pas approprié à la construction, l'État n'allait pas vous délivrer les documents adéquats. Et lorsqu'on vous octroie l'autorisation de bâtir, c'est qu'ils savent que vous êtes à même de bâtir sans pour autant créer des difficultés ou quoi que ce soit après. Vous n'allez pas vous raviser et venir dire que vous avez mal construit alors que c'est vous-même qui m'avez autorisé de construire. Parce que l'autorisation de construire, c'est l'administration qui l'octroie. Alors, c'est comme si l'État est en train de se contredire. Exactement. Lorsque je réfléchis moi-même sur le cadre de la responsabilité de l'État, je vois qu'à un moment que le gouverneur a voulu agir par l'exception de l'égalité que l'on confère aux autorités administratives. Par exemple, il a vu qu'il y avait un danger, il a voulu agir. Et même si c'était dans le cadre de ces principes d'exception de l'égalité ou de préalable, il aurait peut-être pu procéder à un préavis. Dire par exemple à M. Mouilane, prenez vos dispositions, nous allons venir cacher pour tel motif. Et si nous demandons aujourd'hui à l'exécutif provincial de pouvoir nous octroyer la preuve du document qui a été envoyé. Vous n'avez pas été avisé donc? Non, pas du tout. Nous avons été surpris comme tout le monde. Attends, vous vous réveillez un bon matin, vous trouvez les engins lourds, et pire encore. Attends, après analyse de toutes ces choses, j'ai une question de curiosité à vous poser. Croyez-vous à une politisation de la question? Bon, normalement, tout ce que nous avons donné au préalable, ce n'était que de considérations juridiques. Nous allons prendre l'aspect politique de la question. Aujourd'hui, Némi Mouilania reste aujourd'hui la figure de l'opposition du camp Kabila, le côté radical de cette opposition. Pas plus tard qu'au début, une fois qu'il y a eu fissure entre de la coalition FCC-Cash, Némi Mouilania était le premier par ses tweets à pouvoir dénoncer des cas de détournement, de violations des droits humains tout au long de cette période. Et vous verrez que beaucoup ont transhumancé aujourd'hui, mais Némi Mouilania reste fidèle à son leader et cela met en difficulté ses adversaires politiques. Et certains même qui voulaient le voir traverser n'ont pas d'autre moyen que de vouloir le forcer la main. Tout a commencé avec cette corruption qu'il a refusée, liée au Jeep Palisade qu'on avait donné à tous les policiers, à tous les députés nationaux. Il était le premier à tweeter pour dire que voilà, c'est une sorte de corruption morale dont lui, il ne se sentait pas concerné pour tout ce qui s'est passé. Connaissant les caractères de l'homme, connaissant... Une curiosité, hein, vous allez continuer votre... C'est quoi le mobile, le motif de la fidélité, de la loyauté de Némi Mouilania en la personne de Joseph Kabila? Personnellement, je répondrai à cette question en faisant une sorte de caricature, excusez-moi, à la classe politique congolaise. Nous avons une classe politique assez bizarre qui est conçue pour le pouvoir et par le pouvoir. Les gens ne supportent pas rester dans l'opposition assez longtemps. Et souvent, les gens suivent. Vous voyez, comme on dit en lingala, c'est comme les autres choses. Vous voyez, les politiques de caractère comme Némi Mouilania sont des gens très rares. On a distillé un message négatif à l'envers de l'autorité morale Joseph Kabila, soit disant que c'était lui le mobile de la destruction et du malheur du Congolais. Alors que Némi Mouilania était le seul à défendre les idéologies de Joseph Kabila, il vous sort un livre qui détaille tous les cas positifs que Joseph Kabila a eu à faire. Et vous voyez que d'abord, ça reste un politique d'exception, un intellectuel chevronné, dont tout le monde veut s'attirer le bénéfice ou les services. Je crois qu'il est tout à fait normal qu'il puisse avoir autant d'adversaires. Mais nous, tout ce que nous dénonçons, c'est la fourberie. Lorsque vous voyez dans les images le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gérard Moulumba, qui supervisait les travaux de... Il était là lui-même en personne. Exactement. Il assiste à l'opération lui-même, il le supervisait d'ailleurs. Il va avoir une intercation entre lui et les personnes qui étaient dans la parcelle. Et il va dire à l'un des intéressés, voilà monsieur, il ne faut pas confondre les périodes. Nous, la question que nous nous posons, monsieur Gérard Moulumba, qu'a voulu-t-il dire par là? Qu'est-ce qu'il a voulu lancer comme message subliminal? On peut comprendre que ce n'est plus la période où Joseph Kabila était au pouvoir,
Le pouvoir a changé de camp, c'est ça? Ben exactement, je crois que connaissant l'homme avec son caractère plutôt revanchard, hein, nous avons tous vu ici comment il a voulu coller un procès à madame, l'épouse de monsieur Jean-Marc Kaboul. C'était carrément de la haine. L'on comprend qu'il peut en vouloir à certains caciques du pouvoir passé, mais avoir un caractère aussi haineux, nous nous demandons si réellement cette motivation de venir casser n'était qu'une question du poids de la puissance publique ou carrément une vendetta politique. Mais son chef direct, c'est un ancien du FCC. Quand bien même il est actuellement à l'Union sacrée, je pense que des relations de fraternité sont restées. Alors, son chef aurait dû lui demander d'arrêter cette opération qui touche, si cela est lié à la haine, bien entendu, à l'un de ses anciens collègues. Vous savez, la relation qui existe entre deux partenaires dans le travail ne concerne que ces deux individus-là. Nous qui ne sommes pas dedans, nous ne pouvons que constater les faits tels qu'établis. Moi, je pense que personnellement, M. Jokoko Moulouma en veut, dans la plupart des cas, aux personnalités qui lui pensent être coupables de tout ce qu'il a eu à subir, par exemple, à l'époque où il était dans l'opposition. Mais la manière de l'exprimer dans le pouvoir montre une certaine immaturité politique de sa part. Hein, je m'excuse parce que le terme est plutôt cru, mais en homme d'État, on n'agit pas comme ça. Et même si vous supervisez un travail dont vous avez tous les prérogatives, mais il faut quand même avoir une certaine élégance. Lorsqu'il lance lui-même de sa propre bouche que ne confondez pas le période, cela veut dire que c'était une motivation personnelle et non quelque chose qui a été motivé par une sorte de mission de service public ou quoi que ce soit. Nous avons vu il n'y a pas longtemps certains politiques être en conflit avec la justice. Je n'affirme pas, mais la rue affirme et raconte qu'une fois qu'ils ont traversé, ils ont changé de cas, ils ont pu acquérir une sorte de quiétude. On cite Willy Bakonga, il y en a d'autres. Pourquoi vous ne conseillerez pas à Némi Moulania d'aller carrément dans l'union sacrée? Peut-être que ça pourrait lui garantir la quiétude. La politique est une question de conviction. Connaissant le professeur Némi Moulania, son intelligence, sa capacité de réfléchir, sa discipline, sa loyauté, Félix Tshisekedi n'est pas un leader adéquat. Ah bon? Il ne supporterait pas le poids de la franchise et le caractère assez disciplinaire de cet homme. Alors, si on peut dire qu'il y avait ce qu'on appellerait un règlement de compte, après les études faites, est-ce que vous avez interrogé le passé pour y découvrir, par exemple, un fait ou un acte qu'aurait posé Némi Moulania contre une personnalité des temps présents et qui lui coûterait peut-être ces règlements de compte? Je ne pense pas, parce que personnellement, étant que politique, Némi Moulania a toujours été celui que l'on redoutait le plus. D'ailleurs, il a, en entraînant dans le couloir du Palais de la Nation, à l'époque où il était directeur de cabinet, il avait déjà le titre de vice-président par sa discipline, son caractère assez rigoureux. C'est normal, un homme de sa stature puisse avoir des ennemis. Nous ne savons pas compter ce que réellement ces gens-là peuvent avoir comme mobile pour lui en vouloir. Mais nous savons que dans ces pays, nous aimons la facilité. Et les gens qui aiment la facilité détestent la discipline et la rigueur. Je crois que la faute ou le péché de Némi Moulania, c'est le fait qu'il puisse ne pas avoir d'état d'âme, mais avoir une âme d'état. Au niveau où la chose est arrivée, s'il faut engager une démarche pour remettre Némi Moulania dans ses droits, ça serait quel type de démarche? Je pense que comme ils ont procédé conformément à un édit, nous avons constaté normalement que cet édit viole les dispositions constitutionnelles et la Cour constitutionnelle est là pour veiller au droit, au respect de la Constitution. Je crois qu'à tous les actes qui sont violents, qui violent les dispositions constitutionnelles, la Cour est à même de pouvoir statuer sur la question et de remettre Némi Moulania dans ce droit. Parce qu'elle-même, elle s'est déclarée garante des droits et libertés des individus. Donc, elle est entièrement compétente dans cette affaire-là.
Est-ce que jusqu'à ce moment, vous avez déjà tenté de saisir cette cour? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, vous serez fixé dans le prochain jour de toutes les dispositions que nous avons prises. Aujourd'hui, nous étions venus uniquement pour éclaircir l'opinion sur cette question qui était plutôt assez cruciale, qui a fait jaser tout le monde, faire comprendre à tout le monde, à tous les adversaires politiques du professeur Némi Milania qu'il est droit dans ses bottes, détruire ses biens, le calomnier ne lui fera pas changer de camp. Joseph Kabila, c'est son leader, il lui restera fidèle, peu importe ce qui va arriver. Et qu'adviendra-t-il au cas où toute la démarche que vous comptez mener auprès de la Cour ne vous donnez pas gain de cause? Bon, ce qui est sûr, nous avons confiance en notre justice. Je pense que les juges qui sont au niveau de la Cour constitutionnelle, ce sont des personnes remplies d'intelligence et d'inquiétude, surtout d'équité. Et nous n'allons pas mettre la charrue avant le bœuf, nous allons d'abord saisir la Cour. Ce qui est de l'interprétation, le juge est toujours lié à son intime conviction. Je pense qu'il trouvera, ils trouveront des moyens de pouvoir nous remettre dans nos droits et de recevoir, de déclarer fondée notre demande. Alors, qu'est-ce que vous demandez personnellement aux autorités du pays quant à la faisabilité de cette opération de coup de poing? Parce que je ne crois pas que les gouverneurs de la ville ou son adjoint sont irréprochables. Bon, normalement, moi, dans cette question, je n'aimerais pas indexer les individus. Je crois que c'est l'administration comme provinciale que je dois fixer normalement. Lorsque l'administration a des prérogatives, mais lorsqu'elle agit dans le cadre de ces prérogatives, elle doit respecter les règles de jeu, les droits et libertés des individus, parce que ces droits-là sont complètement sacrés et protégés par la Constitution de notre pays. Nous ne sommes pas en France, par exemple, ou en Belgique, où le droit ou les libertés des personnes sont consacrées par la loi ou protégées par elle. Nous, c'est la Constitution qui nous garantit cela. Alors, il ne faut pas tomber dans le coup d'une violation constitutionnelle. Veiller à ce que tout Congolais puisse être traité équitablement sans pour autant faire des fixations politiques ou quoi que ce soit. Est-ce que vous avez tenté même de faire même comment dire, un PV des constats? Est-ce que même les gestionnaires de la police les plus proches ont pu faire un tour à cette adresse pour constater les faits? Et parce qu'en tournant les dos, tout peut être arrangé après. On dit, ce n'est pas ce qu'ils racontent. Normalement, M. Bonakawa, les images circulent. Et puis, de toutes les façons, ça, c'est une question liée à la responsabilité de l'État lui-même. Hein. L'État, on ne peut pas. L'État est une entité qui est complètement représentée par des individus, mais il agit à sa manière. Il a le monopole de la puissance publique. Je vous ai parlé du principe du préalable, de la présomption de l'égalité. Il peut prendre des décisions qui peuvent être complètement en contradiction avec la loi, mais elles s'exécutent d'abord. C'est à la personne qui est lésée de pouvoir saisir soit l'autorité qui a procédé à l'exécution de cette décision, ou carrément l'autorité supérieure à cette dernière, ou carrément saisir le cours des tribunaux, dans le cas échéant, si ce n'était pas un édit qui violerait la Constitution, et que si cet édit violerait qu'une loi, au sens général du terme, on serait devant le Conseil d'État. Comme c'est une violation de la Constitution et qui entre dans le cadre d'une jurisprudence que je vous ai citée ici, la Cour constitutionnelle sera saisie en temps et nous verrons ce que la Cour nous dira et il nous rétablira dans nos droits. C'est ce que nous espérons. Professeur Némi Milania était professeur des universités, un intellectuel avéré, vous l'avez dit, un juriste de surcroît. Peut-être qu'à son niveau, les choses seraient faciles à faire. Pensons maintenant à ces autres Congolais qui se retrouvent aussi victimes des mêmes actes. Qu'est-ce que vous pouvez leur recommander comme démarche à ces moments pour que eux aussi, comme Némi Milania, puissent être rétablis dans leurs droits? Oui, la démarche est la même. Je crois que l'administration a des responsabilités. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Nous bénéficions tous de la même protection. Nous bénéficions tous de la même considération. Je crois que tout ce que j'ai été ici comme information, c'est bénéfique, pas seulement au professeur Némi Milania, mais à tous les Congolais qui se sentiraient, qui arriveraient, qui seraient dans les conditions dans lesquelles notre excellence s'est retrouvée. Donc je crois
que les dispositions que j'ai citées ici sont des dispositions générales et non individuelles. Très bien, merci beaucoup. Nous allons tout droit vers la fin de l'émission. Nous allons prendre quand même 2 questions qui seraient teintées un peu de la politique et de la science aussi. La République démocratique du Congo sous Joseph Kabila, devoir de mémoire. Ça, c'est les derniers ouvrages publiés par le professeur Némi Milania. Nous étions tous là lors du vernissage. Les contenus étonnent, ça rend même haineux certains Congolais parce que nous avons des informations, des témoignages. Pensez-vous que le professeur Némi a raison de publier cet ouvrage? Bon, Joseph Kabila a toujours été utilisé comme une sorte de purgatoire pour cette classe politique congolaise liée par le clientélisme, le favoritisme et surtout ce côté-là, ce côté plutôt, excusez-moi, le terme me revient souvent, fourbe. Joseph Kabila a toujours été celui que l'on pouvait caricaturer des méchants. Lorsque vous lisez cet ouvrage, vous comprendrez que Joseph Kabila a 29 ans. Lorsqu'il prend le pouvoir, il a eu d'abord 4 vice-présidents. Tous ces vice-présidents-là étaient issus de fois certains de rébellion. Moi, était dans le parti politique. Et après ça, après l'avancement, il va avoir à travailler avec 5 premiers ministres qui sont issus de plusieurs zones ou de groupes ethniques qui regorgent notre pays, plus de 200 ministres. Je pense que toutes ces personnes qui ont travaillé avec lui aujourd'hui ont un petit témoignage de ses bienfaits, mais étant fourbes et malhonnêtes dans la plupart des cas, ils ne veulent pas reconnaître le bienfait de l'homme. Bien sûr, je ne dis pas que Joseph Kabila est un saint, mais je dirais plutôt que c'est un homme qui a consacré presque la moitié de sa vie ou la moitié de sa jeunesse à pouvoir consolider cet état que nous avons aujourd'hui, à pouvoir mettre en place une sorte de disposition légale, des dispositions légales qui mettraient tous les Congolais à l'aise. Grâce à Joseph Kabila, le multipartisme ou la démocratie est devenu pas un rêve, mais une chose de palpable que tout le monde peut aujourd'hui se vanter. Si aujourd'hui nous avons organisé 3 cycles électoraux, si nous sommes arrivés à notre passation de pouvoir civilisé ou notre alternance civilisée, je crois que nous avons beaucoup à dire que ce monsieur-là a eu à faire, mais je crois que personnellement, tout un chacun de nous, étant qu'au Congolais, nous avons des souvenirs autant louables de Joseph Kabila. Vialine Koula, Joseph Kabila, à chacune de ses sorties dans la ville, nous voyons des masses se constituer autour de lui, les Congolais lui demandant de revenir au pouvoir. Pourtant, nous avons suivi des débats télévisés avec certains éminents juristes du pays qui pensent qu'il est impossible pour Joseph Kabila de revenir. Si tel est le cas, vous qui continuez à soutenir Joseph Kabila, quelles sont vos stratégies pour que l'on ressente encore la façon de faire de Kabila, même si lui-même ne sera plus président de la République? Je pense que ça, c'est un rêve pour vous, que Joseph Kabila ne puisse pas être un nouveau président de la République dans ce pays. Tout le monde sait qu'il bénéficie d'un droit subjectif qui lui est couvert par la Constitution. Mais en soi, le fait qu'il puisse être aussi populaire auprès de la population, cela prouve à tel point que ce n'était pas les démons que l'on vendait plus tard. Chez certains politiques remplis de mauvaises intentions, c'est une sorte de reconnaissance du peuple congolais envers tout ce que Joseph Kabila a eu à faire, même si les politiques qui ont bénéficié plutôt plus directement de ses bienfaits, tout en voulant le tournant contre cette population, mais la population congolaise, elle n'est pas aussi stupide que les gens le pensent. Et à chaque sortie, il démontre à quel point Joseph Kabila, c'est quelqu'un à respecter, c'est quelqu'un qu'il désire. Parce qu'après 18 ans dans le pouvoir, il a réussi à nous stabiliser à tel point qu'aujourd'hui, nous voyons une légion d'armées étrangères occuper une partie de notre territoire. Une chose qui a été complètement irréalisable à l'époque de Joseph Kabila. Donc c'est quelqu'un à qui nous devons beaucoup de reconnaissance et beaucoup de considération. Et pour ne pas faire du populisme, je préférerais dire que Joseph Kabila reste un patrimoine national. Très bien.
Merci beaucoup, Vialine Koula. Vous invitez le peuple congolais à demeurer reconnaissant envers Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République et sénateur à vie aujourd'hui. J'invite aussi la population de la province du Tanganyika d'être très reconnaissante envers Madame gouverneure de cette province. Elle s'appelle Julie Ngongwa. Cette femme de fer est en train de poser des actes très significatifs dans la province du Tanganyika. Coup de chapeau à vous, maman, surtout avec l'avènement de l'opération Investir dans le Tanganyika. Toujours dans la même province, je salue et je recommande la reconnaissance envers un homme. Lui, c'est le ministre du budget, du plan et de PME. Il s'appelle Dieudonné Manzeng Massol. C'est bel et bien l'initiateur et président de la fondation Massol. Dieudonné Manzeng Massol, c'est un monsieur de très grand cœur, un monsieur de grande réalisation, en tout cas, plein de reconnaissance pour vous. Et ici à Kinshasa, je rends aussi beaucoup d'hommages à monsieur Mumbere Kisalou Kasimba Jonas. On a l'habitude de l'appeler Jokas. Donc c'est le patron, le directeur général de Jokas Group. Dans Jokas Group, on retrouve Jokas Trading, Jokas Protection et bien d'autres structures qui sont dedans. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi cette information. Vous nous suivez sur Téléplus. Vous nous suivrez sur Instagram dans l'adresse Congo Tukin. Et vous nous suivez à travers les réseaux sociaux. Et je vous invite de relayer le lien de cette émission pour que justice soit rendue en faveur de celui qui se présente comme la victime de cette démolition méchante. Merci à vous, Vialine Koula, d'avoir été des nôtres, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, M. Benzo-Nakawa. C'était un plaisir pour moi. Et merci à tous vos collaborateurs qui sont dans le régie, les euros dans l'ombre. Et je remercie aussi le professeur Némi Moulania pour son encadrement et sa disponibilité. Très bien. Merci beaucoup. On se voit à l'édition prochaine. Bye bye.